Qu'est-ce qu'un accord de paix où l'un impose tout et l'autre doit tout abandonner? Peut-on appeler cela la paix, quand le fort dicte chaque règle et que le faible n'a d'autre choix que de plier? Ou bien, n'est-ce qu'une illusion, un marché truqué où la justice est sacrifiée pour une tranquillité de façade? La question n'est pas rhétorique. Si l'on regarde l'histoire, on retrouve ce schéma dans d'innombrables situations. Prenons par exemple le traité de Versailles de 1919, qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. Là encore, les vainqueurs ont imposé des conditions écrasantes à l'Allemagne vaincue. On parlait de paix, mais la souffrance et l'humiliation semées par ces clauses ont préparé le terrain à de nouvelles tragédies. N'est-ce pas là une leçon que l'humanité aurait dû retenir? On nous vante ce plan de paix. Promesses d'investissement, routes neuves, emplois, prospérité pour tous. Mais derrière les sourires et les chiffres, ce plan est une feuille de route vers la domination. Il impose, il humilie, il prive de dignité sous prétexte de compromis. Ce n'est pas la première fois que de tels plans sont proposés. En Amérique latine, au XXe siècle, des accords de paix ont été signés après de longues guerres civiles, mais bien souvent, ils ont laissé intactes les structures d'oppression. Au Guatemala, en 1996, la paix signée n'a pas empêché la poursuite des inégalités ni le maintien de la domination économique. Dans chaque région du monde, ces fausses paix laissent des traces durables. Est-ce vraiment un compromis quand un peuple doit accepter la perte de ses terres, l'effacement de ses droits, et négocier son avenir sous menace? Peut-on parler de paix si seule la voix du plus fort retentit, tandis que la vraie justice, celle qui redonne la dignité, est effacée d'un trait? Imaginez une famille à qui l'on propose de rester dans sa maison à condition d'accepter qu'une moitié soit murée et que l'autre soit occupée par de nouveaux venus. Peut-on demander à ces personnes de se réjouir d'un tel compromis? Accepter un tel marché, c'est avaler une paix empoisonnée. C'est sacrifier la dignité, les droits et l'espoir de justice au profit d'un accord qui ne fait que légitimer l'oppression. L'histoire l'a montré. Une paix imposée ne met jamais fin à la souffrance. Elle la perpétue sous un masque plus acceptable. Regardons de plus près l'Afrique du Sud. Sous l'apartheid, les puissances occidentales ont longtemps proposé des réformes présentées comme des pas vers la paix. Mais ces réformes n'accordaient aucun droit réel à la majorité noire. Il a fallu une lutte longue, douloureuse, pour que la justice soit enfin reconnue. Ce n'est qu'alors que la paix a pu devenir réalité et non une simple suspension de la violence. Ouvrons les yeux. Ce plan, loin d'être une main tendue, est une chaîne dorée. Céder à ce faux compromis, c'est risquer bien plus qu'une défaite politique. C'est perdre la preuve qu'un jour, la justice pourra triompher. Mais comment en est-on arrivé à accepter l'idée même de cette paix illusoire? Qui profite réellement de ce marché, et à quel prix pour ceux qui le subissent? Pourquoi applaudir un plan qui n'est qu'un écho des échecs passés? On le présente comme une solution inédite, mais il s'inscrit dans la longue tradition des illusions imposées au peuple, bien au-delà du seul Moyen-Orient. Prenons le cas de l'Inde coloniale. Les Britanniques ont signé des traités avec des princes locaux, leur promettant protection et prospérité. Mais derrière ces accords, la réalité était tout autre. Les ressources du pays étaient pillées, les industries locales détruites, et le peuple réduit au silence. Aujourd'hui encore, certains villages indiens portent la mémoire de ces arrangements qui n'ont jamais servi l'intérêt des premiers concernés. Regardons l'histoire récente. En Afrique, d'innombrables plans venus d'Europe promettaient paix et prospérité. Au final, ils ont divisé, exploité, confisqué des terres et étouffé des cultures. À chaque fois, on parlait de modernité, de développement, de stabilité. Mais derrière ces mots, il s'agissait avant tout de garder le contrôle et de faire taire les voix des premiers concernés. De la colonisation à la mission civilisatrice, des traités arrachés sous la menace ou signés dans l'ignorance des peuples, jamais ces solutions venues d'en haut n'ont effacé la souffrance. Trop souvent, elles ont semé la violence, la perte et la rancœur pour des générations. Les cicatrices restent visibles aujourd'hui. Frontières absurdes, mémoire meurtrie, espoir brisé. Ce plan prétendument de paix ne fait pas exception. Il est né loin de ceux qu'il prétend sauver, rédigé dans des bureaux aseptisés,
à des milliers de kilomètres du réel. Il ignore tout du quotidien de celles et ceux qui vivent, résistent, survivent sous occupation. On leur demande de croire à des promesses tracées à l'encre de l'étranger, sans jamais leur donner la parole. On se souvient par exemple du Congrès de Berlin en 1885, où l'Europe s'est partagée l'Afrique sans même inviter les peuples africains à la table des négociations. Les conséquences de ces décisions imposées se font encore sentir aujourd'hui. Qu'a-t-on vraiment gagné par ces arrangements sans justice ni âme? Jamais une paix durable n'est issue de ces schémas imposés. Accepter encore ce mirage, c'est risquer de perdre tout espoir d'une paix qui prend racine dans la dignité retrouvée des peuples, et non dans la signature stérile de quelques dirigeants. Avant de s'illusionner, il faut s'interroger. À qui profite ce plan? Peut-on bâtir la paix sur la frustration, l'humiliation et le silence d'un peuple? L'histoire répond non. Alors, que dissimule ce nouveau plan, et où résident ses failles les plus menaçantes? Pour comprendre les véritables intentions derrière ce plan, il faut examiner sa construction et ses non-dits. Ce n'est pas un hasard si les principaux concernés en sont exclus dès la première page. Peut-on vraiment parler d'un État lorsque la souveraineté n'est qu'un mirage savamment entretenu? Derrière le rideau des promesses, la réalité est crue. Ce plan nie tout pouvoir authentique. Les frontières, l'espace aérien, la terre, l'eau, chaque ressource reste sous la coupe de l'occupant. On offre l'image d'un État, mais en coulisses, chaque décision essentielle reste dictée par une volonté étrangère. Prenons pour exemple la Bosnie-Herzégovine, issue des accords de Dayton en 1995. On a reconnu une souveraineté de façade, mais dans la réalité, la communauté internationale contrôle toujours, des décennies plus tard, les grandes orientations du pays. La paix est-elle réelle lorsque la dignité et la liberté sont confisquées? À ceux qui vantent les opportunités économiques, rappelons le sort de l'Afrique. Là-bas aussi, on promettait des milliards de dollars, des routes, des emplois. Mais ce furent les minerais, l'or, le pétrole qui s'en allèrent, ne laissant que misère et dépendance. Le développement, vidé de sa justice, devient alors une nouvelle chaîne, polie, mais tout aussi lourde. Imaginons un instant un village palestinien à qui l'on promet la construction d'une nouvelle usine. Mais cette usine ne pourra fonctionner que si elle reçoit l'autorisation de l'occupant pour son approvisionnement en eau, son accès à l'électricité et la circulation de ses marchandises. Ces promesses économiques deviennent alors des instruments de contrôle, non des leviers d'émancipation. Ce plan ne corrige aucune injustice. Il légalise la colonisation. Il transforme l'exil en fatalité, comme si l'expulsion pouvait se graver pour toujours dans le marbre des accords. Le droit au retour, la mémoire d'un peuple, sont effacés d'un trait de plume. Et Jérusalem? Réduite à une monnaie d'échange, son cœur spirituel nié. On tente de vendre ce qui n'a pas de prix, croyant pouvoir effacer l'attachement viscéral d'un peuple à sa capitale. Rappelons-nous de l'exemple de Berlin, ville divisée par un mur pendant près de 30 ans. Malgré la séparation, le lien affectif, culturel et historique des Berlinois n'a jamais disparu. Croire qu'un mur ou un traité peut effacer le sentiment d'appartenance à une ville ou à une terre, c'est méconnaître la force des racines humaines. Accepter ce compromis, c'est courber l'échine devant la loi du plus fort, accepter que l'injustice devienne éternelle. C'est envoyer au monde ce signal terrible. Désormais, la force fait la loi, et l'opprimé n'a plus qu'à se taire. Refuser cette mascarade, c'est poser la seule question qui compte. Quel chemin reste-t-il vers une paix juste et durable? Mais refuser ce faux choix, c'est aussi accepter l'incertitude. Quelle voie, quelles stratégies peuvent réellement ouvrir la porte à une justice authentique? Peut-on vraiment accepter l'oppression en pensant qu'elle restera figée pour l'éternité? L'histoire est pleine de plans annoncés comme des solutions finales. Pourtant, chaque système qui légalise l'injustice finit par susciter la révolte. Aucun empire, aucune domination n'a régné sans fin, même si ces lois semblaient gravées dans la pierre. Pensons à l'Union soviétique, qui se voulait éternelle. Sa domination sur l'Europe de l'Est, imposée par la force, a fini par tomber en moins d'une génération. Les peuples de Pologne, de Hongrie, de Tchécoslovaquie ont montré que la soif de liberté finit toujours par triompher de l'oppression,
même la mieux organisée. Signer aujourd'hui un contrat qui entérine la soumission d'un peuple, c'est déchirer notre dignité collective. Ce genre d'accord normalise l'humiliation, invite la victime à approuver sa propre abdication, puis exige le silence. Mais la dignité humaine n'est ni à vendre ni à troquer. Ce n'est pas la première fois que des puissances imposent leur volonté aux faibles, au nom de la paix ou du progrès. L'histoire l'enseigne. Plus l'injustice s'institutionnalise, plus le rêve de justice grandit. À chaque génération soumise, une autre se lève pour réclamer ce qui lui a été volé. Aujourd'hui, le peuple palestinien ne défend pas seulement sa propre cause. Il porte la voix de tous ceux qui refusent la loi du plus fort. Les frontières tracées par la violence, les traités imposés par la peur, tout finit par s'effondrer face à la volonté des opprimés de se relever. Pensons à la lutte pour l'indépendance de l'Algérie, à celle de l'Afrique du Sud, ou encore à la résistance des peuples autochtones d'Amérique du Nord. À chaque fois, on a tenté d'étouffer les revendications sous des traités iniques. Mais la mémoire et la dignité n'ont jamais cédé. Fermer les yeux sur une oppression, c'est préparer le terrain à toutes les autres. L'injustice légitimée ici deviendra la norme ailleurs. La liberté d'un peuple est inséparable de celle de tous. Accepter l'inacceptable aujourd'hui, c'est menacer la liberté universelle demain. L'histoire et la dignité finissent toujours par vaincre l'oppression, aussi légale semble-t-elle. Oublier cela, c'est nier que la justice trouve toujours sa voie, malgré les murs, malgré les lois, malgré les signatures arrachées par la force. La cause palestinienne n'est pas isolée, elle rejoint celle de tous les peuples qui refusent de plier l'échine. Ce combat parle à l'Afrique, à l'Asie, à l'Amérique latine, à chaque nation jadis dominée et qui rêve encore de liberté. Le silence face à cette injustice ne serait pas neutre, il deviendrait un consentement. Il est temps d'affirmer collectivement que la dignité et la justice ne se négocient pas. Et si la justice était la seule forme de réalisme qui vaille? Car sans principe simple et non négociable, aucune paix véritable n'est possible. La première exigence est la pleine souveraineté palestinienne sur ses terres, ses ressources et ses frontières. Sans ce droit fondamental, toute proposition de paix n'est qu'un simulacre, une scène où l'injustice se joue à huis clos. Il faut ensuite démanteler toutes les colonies et abolir les politiques de fragmentation. Tant que des enclaves illégitimes persistent, tant que des routes divisent les villages et que des murs dressent la peur, la paix reste hors d'atteinte. L'oppression ne se négocie pas à la baisse, elle doit être rejetée sans équivoque. Jérusalem, cité de tant d'espérances et de blessures, doit être partagée et respectée dans son caractère sacré pour tous. Prétendre instaurer la paix en confisquant ce symbole commun, c'est vouloir faire taire la lumière au cœur même de la ville 3 fois sainte. Le droit au retour ou à une compensation digne pour les réfugiés palestiniens n'est pas une option, mais une nécessité, gravée dans la mémoire de millions de femmes, d'hommes et d'enfants déracinés. Nier cette revendication, c'est condamner la paix à l'exil perpétuel. Ce combat dépasse la Palestine. Il résonne avec toutes les luttes contre l'oppression coloniale, la domination, l'effacement des peuples. L'Afrique, qui a connu des possessions et humiliations, sait qu'aucune paix imposée par la force ne dure. La solidarité entre peuples opprimés, leur expérience, leur voix, seuls peuvent garantir que la justice ne soit pas sacrifiée sur l'autel des puissants. Abandonner ces principes, c'est transformer la paix en mirage, trahir la solidarité entre ceux qui aspirent à la liberté. Une paix sans justice n'est qu'un armistice fragile, une promesse creuse, une offense à la mémoire de tous ceux qui ont résisté à l'ordre imposé. Face à ces enjeux, chacun doit choisir son camp, légitimer la domination ou exiger la justice sans compromis sur la dignité humaine. Car la seule paix durable commence par le refus d'accepter l'inacceptable. Mais alors, pourquoi persister à défendre ce plan? Quels intérêts, quelles forces s'acharnent à présenter l'injustice comme un horizon raisonnable? Regardons concrètement les mécanismes à l'œuvre. Derrière chaque plan imposé, il y a l'intérêt de maintenir un statu quo favorable à ceux qui détiennent le pouvoir et les richesses. C'est la logique du colonialisme. On présente l'ordre établi comme le seul possible, et toute contestation comme une menace à la stabilité.
L'histoire ne sourit qu'à celles et ceux qui refusent de se taire. Nous venons de le voir. Accepter ce soi-disant plan de paix, c'est entériner l'injustice, maquiller la domination en progrès et laisser la force prendre la place de la justice. Rester simple spectateur, c'est devenir complice, car l'indifférence nourrit l'oppression plus sûrement que la haine. Chaque silence, chaque détour, renforce la logique du vainqueur. Il ne s'agit pas seulement de la Palestine aujourd'hui. L'histoire, d'un continent à l'autre, l'a montré. Partout où l'humiliation a été travestie en compromis, la dépossession en développement, la souffrance en nécessité, la paix imposée n'a été qu'une trêve avant la prochaine injustice. La paix factice, imposée par des puissances extérieures, n'est que le silence forcé, le calme trompeur des cimetières. La vraie paix ne naît jamais du chantage ni de la résignation. Elle ne pousse que là où la justice irrigue chaque parole, chaque geste, chaque décision partagée. Elle exige non pas la soumission, mais la dignité retrouvée, la voix redonnée, l'avenir reconquis. Pour aller plus loin, chacun peut agir à son échelle. Il est possible de s'informer, de relayer la parole des opprimés, de soutenir les associations qui luttent pour une paix juste. Les campagnes de boycott, de désinvestissement et de sanctions ont déjà permis de faire pression sur des régimes injustes, comme cela s'est produit contre l'apartheid en Afrique du Sud. À travers l'éducation, l'art, la mobilisation citoyenne, chacun peut refuser la normalisation de l'injustice. Pourquoi devrions-nous nous contenter d'être des témoins impuissants? Nos voix, même éloignées, sont la première digue contre la normalisation de l'oppression. Refuser la paix factice, c'est refuser que l'histoire soit écrite par d'autres, c'est réclamer que la vérité et la justice guident les actes de chaque nation. Chacun de nous a un choix, se taire ou s'informer, agir, s'organiser, soutenir celles et ceux qui refusent l'effacement. La solidarité n'est pas un slogan, mais une responsabilité. Ce n'est qu'en rejetant la passivité que nous devenons les gardiens d'un espoir plus fort que la peur, plus grand que l'injustice. À celles et ceux qui prétendent que la paix exige des compromis douloureux, rappelons ceci. La vraie paix n'exige jamais le sacrifice de la dignité. Elle commence par la reconnaissance du tort, la réparation, la justice. Elle exige de ne jamais croire que la paix peut naître de la soumission. Ce combat n'est pas terminé. Il appartient à celles et ceux qui refusent le mensonge des vainqueurs, à tous ceux qui veulent que la prochaine page soit écrite par la justice, non par la force. En conclusion, il ne s'agit pas simplement de refuser un plan injuste. Il s'agit de réaffirmer que la justice ne se négocie pas, que la dignité humaine est la condition de toute paix. L'histoire est une longue marche, parfois semée de défaites, mais toujours relevée par la mémoire et l'espérance. Que notre génération ne soit pas celle du renoncement, mais celle de la solidarité, du courage et de la vérité. La justice n'est pas un rêve lointain, elle est une exigence immédiate pour quiconque veut bâtir un monde où la paix ne soit pas synonyme de silence, mais d'équité retrouvée.